T'as cru qu'on allait rester au chaud? Tu rêves. Allez, au boulot. Allez, salut à toi. Encore dimanche matin, c'est de la balle. Est-ce que j'ai avancé? Évidemment que j'ai avancé. Bon, il est clair. Peut-être que si j'avais moins de PureTech à réparer, j'aurais peut-être plus le temps de faire mes pures caisses. Mais bon, écoute, on fait avec. J'ai du taf. Je suis content. Je crois que ça va durer un moment. Et ben, merci à toi d'acheter du PureTech. Et puis, bah, moi, ça me fait du boulot. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on a fait? Plein de choses. Je te montre. Alors, au fait, ici, moi, c'est Laurent, RDBM. Il y en a plein qui le savent. Merci. Merci d'être là. Et on regarde tout ça. Alors, je continue le montage. Donc là, tiens, je pensais pas réutiliser les béquilles que j'avais achetées à l'époque. J'avais acheté à un gars près de chez moi ce corps, cette pipe, papillon des gaz, pipe d'admission ici avec les durites. Ça, c'était monté sur une R16 TX ou je ne sais plus, ou Gordini qu'on m'a dit, ou bref. Ça, certaines Alpine 1600 également, injection. Et les pattes de fixation ici, le béquillage était complètement pourri. Je m'étais promis d'en refaire, mais finalement, après un petit coup de sablage, un petit coup de peinture, tu vois, ça a morflé, mais c'est peint, ça bougera plus. Je vais réutiliser ces béquillages, il faut juste que je les modifie légèrement dans le bas, mais c'est en place, c'est de la balle. J'ai récupéré un vase d'expansion, hop là, ça coule, il faut que je le nettoie, de Kangoo, mais écoute, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, c'est pile poil ce que je veux. C'est-à-dire que par exemple, on va le loger vers là. C'est pile poil ce que je voulais parce qu'il a deux sorties. Et on va essayer de faire un système avec une purge qui se fait automatiquement et en permanence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des vis de purge, on va rajouter des petites durites qui retournent jusqu'au vase. Donc en fait, ici c'est l'aspiration du vase. Quand tu remplis ton système par là et on va se raccorder au niveau de la pompe à eau. Là, il y a plusieurs raccords. Il y en a un ici, un là. On va se mettre sur celui du bas. C'est celui qui aspire. Donc de là, on va monter, à mon avis, partiellement en cuivre encore. On va monter une durite ici. Et si on peut, celle-ci, on va l'emmener directement au niveau du radiateur de refroidissement devant. Par la vis de purge, on va mettre un raccord si c'est possible, avec peut-être un calibreur. Un calibreur, c'est pour réduire le débit. Et on va ramener les bulles et la partie haute du radiateur ici, ce qui va faire une purge en fait en permanence. En permanence. On va essayer quelque chose comme ça. Et puis s'il y a trop de mouvement dans mon vase, parce que j'aspire trop par la pompe à eau ou je refoule trop par le vase, et ben on mettra des calibreurs. Comme je te dis, c'est des sortes de... tu bouches partiellement le trou, ce qui fait que ça limite un petit peu le débit. On va essayer ça, ce qui permettrait d'avoir une purge qui se fait en permanence, un peu comme les véhicules modernes, avec les tuyaux de dégazage. On appelle ça des tuyaux de dégazage. C'est des tout petits tuyaux qui sont en général dans le haut de ton radiateur et qui vont au vase d'expansion et qui permettent d'éliminer les bulles qui pourraient se créer par cavitation ou par... si ça boue ou des choses comme ça, quoi. Bon, au niveau du moteur, si, on a fait... La pipe turbo est en place. Hop, attends, on va essayer de dézoomer. Là, on voit pas très bien. C'est un peu sombre. Mais le turbo, il est fixé. Alors, il est fixé encore. Il va falloir qu'on le béquille. Mais là, il est à sa place pseudo-définitive à peu près. Je vais la lever. Ouais, parce qu'on avait fait... Excuse-moi. On avait fait le récepteur d'embrayage. Et ben écoute, j'ai monté l'émetteur d'embrayage. J'ai fabriqué une petite pièce. Et ça va de la balle. D'ailleurs, écoute, je te montre l'émetteur d'embrayage et je t'explique un truc juste après si tu le veux bien. À tout de suite. Voilà, j'ai levé la voiture et on va aller en dessous au niveau, donc là où j'ai positionné. Attends, bouge pas, je vais mettre de la lumière. Là, voilà, là on est pas mal. Je vais te montrer là où j'ai positionné l'émetteur d'embrayage. L'émetteur d'embrayage, c'est celui qui est côté pédale d'embrayage. Lorsque je vais appuyer sur la pédale d'embrayage, je vais enfoncer une tige dans un émetteur, je vais créer de la pression hydraulique qui va aller jusqu'à derrière, à travers un tuyau évidemment, jusqu'au récepteur d'embrayage qui lui va avancer pour pousser la fourchette d'embrayage. Quoi de plus logique? Écoute, je te montre comment je l'ai installé. Hop, donc, il est là. Il est là, dans les trous d'origine. Hein.
J'ai juste agrandi les trous du récepteur. J'ai pas repercé le châssis, donc ça c'était important. L'arrivée en huile, elle est au-dessus ici sur la tétine. Là, il va lui falloir une durite et un vase que je n'ai pas encore, mais enfin, c'est pas une grande difficulté. Ici, on est sur un raccord normal hein, qui va aller ici. Comme ça, à peu près, hein, en UN3. Et je n'ai pas encore le raccord. Donc, je vais le commander, mais en raccord banjo et ici UN3. Hop, il faudra faire gaffe que le flexible ne touche pas la tige d'à côté qui est le frein. Alors ouais, c'est inversé, hein. Là-dessus c'est inversé, mais c'est parce qu'il y a un système là-dedans. Et en fait, ce qu'on a fabriqué, hop, ici, donc l'émetteur, il est là. Tiens, je vais me mettre dans l'autre sens. Peut-être qu'on verra mieux. Alors, où c'est qu'on est? Là, voilà, on y arrive, bouge pas. L'émetteur, il est là. J'ai fabriqué une tige de poussée qui, lui, vient s'accrocher sur l'espèce de biellette. Hop, voilà, ici. C'est ça. Donc ça, c'est le système de frein classique d'origine. Et là, c'est une pièce que j'ai fabriquée. Alors, l'écrou n'est pas serré, hein. C'est du 8. Avec une petite... là, c'est pour clé de 10, mais c'est diabète 8. Avec un écrou pour clé de 13 de l'autre côté. Une pièce comme ça. Et en fait, le mouvement... Alors, est-ce que je vais y arriver à la main? Non, je ne vais pas y arriver à la main. Alors comme ça, mais c'est un peu dur, tout seul là comme ça à une seule main, j'y arrive pas. Alors évidemment, quand j'embraye, je pousse la tige et je rentre là et je crée de la pression. Donc ça c'est bien fait en place, bah c'est carrément cool. Alors, je voulais t'expliquer, parce que vous m'avez dit oui, mais attention, émetteur, récepteur, c'est mieux d'acheter la combinaison. Oui, pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce que bah si, pose pas la question. Si je te dis pourquoi, bah c'est parce que... Non, mais je plaisante. Là, je t'ai schématisé deux types d'émetteurs. Un gros émetteur, un petit émetteur. Je t'ai schématisé à l'inverse, un petit récepteur, un gros récepteur. Tout ça, il y a des... C'est pas forcément égal, les diamètres. On peut choisir de mettre du gros, du petit, que du gros, du petit, du gros. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ici, au niveau du... Si je mets un gros émetteur et un petit récepteur... Avec un gros émetteur, je vais avoir un petit mouvement. Je ne vais pas avoir besoin de faire une grosse distance. Par contre, la pédale va être dure. Et rapidement, le récepteur, lui, va se déplacer sur une très grande distance, mais sans force. A contrario, si j'ai un petit émetteur, je vais avoir un grand mouvement de pédale. Le déplacement ici va être très grand. Le déplacement ici va être très petit. Par contre, il va être très fort. Donc ça dépend un peu ce que tu veux, de quelle distance tu veux que ça se déplace et de quelle distance toi tu as à te déplacer. Donc déjà, il faut calculer tout ça. Et pareil, ici, là, j'ai voulu te schématiser, ça c'est la fourchette. Imaginons que je veuille lui faire un quart de tour à la fourchette. Plus le bras de levier va être grand pour faire un quart de tour, et ben, il va falloir que je me déplace d'une grande distance. Donc c'est un mouvement qui est plus long, mais qui est beaucoup plus facile, parce que le moment de la force ici est plus grand. A contrario, si tu as une petite fourchette d'embrayage, le mouvement pour faire un quart de tour va être beaucoup plus court, mais va être beaucoup plus dur. Donc ça, c'est des mises au point que tu peux calculer. Mais si tu sais pas trop, bah écoute, tu essayes. Si ta pédale va au plancher, mais que ton émetteur, ton récepteur s'est à peine déplacé, bah il va falloir changer ou la longueur de la fourchette, ou l'émetteur, ou le récepteur. Voilà, c'est comme ça, il faut y réfléchir, il faut y penser avant. Donc, longueur de fourchette par rapport au déplacement et grosseur émetteur-récepteur. Donc là, j'ai voulu te schématiser. Alors, c'est pas facile à imaginer. Donc, on va essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, on verra ce qu'on peut changer. Déjà, on changera le plus facile. Est-ce que tout de suite, tu touches à la longueur de la fourchette ou pas? Je ne sais pas. On verra. Là, j'ai confiance au diamètre que j'ai commandé et posé. En la longueur de la fourchette d'embrayage qui, elle, est d'origine, hein, la fourchette de débrayage. Donc ça, j'ai pas touché. Mes émetteurs-récepteurs correspondent à peu près au diamètre d'origine. La force de l'embrayage que je vais mettre dessus également, son déplacement également. Donc écoute, on essaye et moi j'ai confiance. Hein. Voilà, il faut avoir confiance. Alors pour ce qui est aussi un émetteur, mais de frein. Attends, je vais le sortir. Là, il va pas... Hop, pardon. Ma pièce ne va pas directement. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai pas tous les paramètres, mais ça va le faire. Donc encore une fois, on est sur un émetteur hydraulique.
Le diamètre de celui-ci est un chouïa plus petit que le diamètre d'origine. C'est-à-dire que je risque d'avoir une pédale plus longue que celle d'origine, mais qui a peut-être plus de mordant. Donc bon, il faudra jouer. Par contre, la différence de diamètre, elle est vraiment infime. Ce qui me pose problème, c'est le diamètre ici. Là, du support, on va dire les oreilles ici, c'est bon. L'écartement des oreilles, c'est bon. C'est juste le diamètre de cet alésage là. Ben, il est trop gros pour rentrer dans mon master vac. J'ai pas envie de toucher au master vac parce que le plus facile, ça serait de meuler l'entrée du master vac pour créer une porte d'entrée beaucoup plus grosse. Mais ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de toucher aux caractéristiques de la voiture des pièces d'origine. Donc je vais voir, je peux pas tourner cette pièce-là dans un tour parce que c'est une pièce de fonderie, je peux pas l'attraper, c'est loin d'être rond. Mais je vais quand même essayer de fraiser tout le tour ici, de façon la plus régulière, afin que ça rentre dans mon master vac. Donc ça, j'ai pas pu la mettre en place. Et également, il faut que je modifie la tige de poussée parce que je pense que sur la 310, mais là je suis pas sûr, la 310, la tige de poussée est plus courte que sur les 504. C'est pas grave, cette tige elle se démonte, on peut en faire une nouvelle à la longueur qu'on veut et on va calculer tout ça. Donc là le défi de maintenant, bah, ça va être de démonter le master vac parce qu'on va pas faire ça au pifomètre et on va prendre tous nos longueurs, les distances, les machins et on va essayer d'installer ça sur le master vac et moi j'y crois, j'y crois. Les diamètres des tuyaux, j'ai regardé, c'est de la balle. Ici, là, diamètre de tuyau, attention, le pas des vis, le diamètre correspond, ça c'est important, et la forme qui est à l'intérieur, là on est sur, le tuyau doit avoir une forme de trompette sur la voiture, et ben c'est le cas, donc c'est compatible, il suffit juste de changer de sens, mais comme c'est des tuyaux cuivre, je vais pouvoir les modifier facilement et les orienter vers les sorties de la balle. Et chez Arnaud Vend-Tout-Pièce, ils vendent les tétines pour quelques euros. Les tétines, c'est les tuyaux qu'on va mettre là pour mettre deux durites et un vase de remplissage du liquide de frein. Donc c'est de la balle, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Écoute, je te mets de la lumière. Là, la caisse est levée, on va jeter un coup d'œil sur le turbo. Ça y est, j'ai installé la lumière. Alors, ouais, c'est un peu sombre, c'est la nuit. Voilà, le turbo, il est là. Il fit à peu près bien dans son logement, là, ça va bien. Alors évidemment, ça n'a rien à faire ici. Hein, c'était... hop, je vire ça. Voilà, ça n'a rien à foutre ici. Voilà, donc là, on y fera la sortie d'échappement. Hein, on va essayer de faire au plus court. Hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de longueur. Ce qui est pas mal, c'est que la hauteur de ma sortie ici est bien plus haut que ma vidange d'huile qui est là. Donc là, je suis pas mal. Le support moteur, il me fait un peu chier là. Mais bon, j'ai deux possibilités, je vais voir. Mais en tout cas, mon turbo est suffisamment haut. C'est pour ça que j'avais dû faire une forme comme ça pour rehausser le turbo. Pour que ma vidange d'huile soit suffisamment haute pour évacuer l'huile de lubrification du turbo. Donc voilà. Et je maintiens, j'ai essayé le... Ah, excuse-moi, j'ai éteint la lumière. Ou j'ai débranché. Attends. Voilà. J'ai regardé un peu si je pouvais m'y mettre différemment le radiateur d'huile. Pour l'instant, je maintiens. Je maintiens là derrière. C'est-à-dire que l'air va être aspiré, va passer sous le véhicule, etc. Et on va se retrouver très très bas ici. Un petit peu derrière le moteur. Mais je pense que ça va suffire. Et c'est le meilleur compromis. Si je le mets dans l'aile, il aura moins d'air que sous le véhicule avec la traînée du véhicule. Donc je maintiens plus ou moins ça, quoi. Donc voilà les news. Écoute, c'est quand même plutôt pas mal. C'est loin d'être parfait. Oui, le mois d'avril arrive vite. Oui. Bah écoute, encore une fois, tu es capable d'acheter des PureTech. Enfin, c'est-à-dire, si vous n'aviez pas acheté tant que ça de PureTech, peut-être que j'aurais plus de temps. En attendant, c'est comme ça. Je peux faire mieux que ça, voilà. En attendant, voilà, ça avance bien. On peut pas déconner. Ah si, tiens, des nouvelles du démarreur. J'ai posé le démarreur sur la PAC GT ici présente. Et en fait, ça marche nickel. Ça marche nickel, même à chaud. Donc, c'est vrai que les vieux démarreurs à chaud, t'as du mal. Tu te dis à chaque fois, putain, elle y va pas.
Bah, je pense que quand les vieux démarreurs sont trop chauds, ils ont un peu de défaut d'isolement à l'intérieur, ils doivent perdre un peu de leur force, de leur puissance. J'imagine que si le nombre d'enroulements de cuivre est un peu foireux parce que c'est mal isolé, etc., à chaud, ben ça fait perdre de l'efficacité du démarreur. Donc j'ai plus tendance à croire ça qu'au fait que ça soit juste un gros démarreur. Là ça marche, nickel, j'ai fait un tour, à chaud je me suis arrêté, j'ai redémarré, nickel quoi. Bon écoute, j'ai dit qu'on déposait le Master Vac, allez, au boulot. Et voilà. Donc le problème, il est là. C'est que là, c'est trop petit. Bon, écoute, on va regarder ça à la lumière. Bon, voilà. Alors, il faut que je regarde qui marche comme... Bah, qui marche. En fait, je viens pousser... Ça, c'est ma pédale de frein. Je viens pousser ici. Évidemment, pour sortir la tige de poussée qui est là, qui va aller pousser dans le mètre cylindre. Ça, on y viendra. Mais en fait, toute cette gamelle, cette cocotte minute là, est sous dépression. Et en fait, dedans, il y a une membrane. D'un côté, il y a la dépression. De l'autre côté, il y a la pression atmosphérique. Et quand je vais commencer à appuyer, je vais boucher le côté pression atmosphérique et la membrane va être aspirée pour m'aider en fait à freiner, m'assister le freinage. Lorsque je lâche la pédale, je remets tout à la pression atmosphérique. Je crée la fuite et mon maître cylindre reprend sa position. Donc, il faut être sûr que la membrane ne fuit pas. Donc là, je vais aspirer et ça doit être étanche. Et également, lorsque je pousse sur la tige ici, je dois pousser la tige ici. Ça ne doit pas être grippé. Donc ça, je verrai calmement. Si, c'est bon. Alors, cette fameuse tige de poussée, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Elle est trop courte. C'est juste un petit téton. Je ne sais pas si tu vois, un petit téton vissé. Et je pense, il va falloir que je mesure, mais que quand je vois la profondeur de mon trou ici, avant que ma tige de poussée commence à pousser le piston qui est à l'intérieur, je pense que j'aurais freiné, je serais largement arrivé pédale dans le plancher. Donc là, il va falloir que j'adapte. Attention, ce sont des freins, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Modifier, ça ne veut pas dire faire de la daube. Modifier, c'est faire une pièce, adapter une pièce, mais en respectant le principe fondamental de fonctionnement, également les matériaux. Bon, globalement, tu mets pas un cure-dent, quoi. Tu mets pas un cure-dent que si tu freines, il pète et que ça se barre. Tu mets pas non plus une pièce qui va rouiller sur pied et qui va disparaître. Donc, tu fais attention. Normalement, tu fais pas ça. Bon, bref. Moi, ce que j'avais pris en compte, c'est surtout le type de fixation, évidemment, le type de sortie, évidemment, etc., etc., mais également le diamètre de mes pistons à l'intérieur, qui correspond plutôt pas mal. Alors, là, je me suis dit, c'est de la balle, l'écartement vis-trou, tu vois, ça c'est cool. Sauf que ça rentre pas. Ça rentre pas, pourquoi? Parce que je t'ai dit, ici, c'est trop large par rapport à là. Alors, le plus facile, ça serait que je meule ça. Mais un Master Vac, ça vaut une couille. Et ça m'emmerde de toucher les pièces d'origine. Je te l'ai dit dans le cahier des charges, j'ai envie de pas... S'il fallait revenir en arrière, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors là, je viens de remarquer par contre que sans faire n'importe quoi, il faut que je vois. Là, tu es en direct live, je peux te raconter de la daube. C'est possible.
Je mettrai des sous-titrages en dessous, daube en cours, ne pas prendre en compte. J'ai l'impression que ce petit couvercle-là s'enlève. Dans ce cas-là, je peux en faire un autre, ou en tout cas, je peux facilement agrandir la pièce de mon petit couvercle sans toucher à l'intégrité du Mastervac. Donc ça, c'est peut-être une possibilité. Écoute, je vais y réfléchir. Mais il faut que ça rentre dans ça. Bon, écoute, moi, je crois peut-être ou pas. Tiens, en parallèle, tu me demandais où en est le Vespa. Eh ben, écoute, je te montre. Alors, vous êtes plusieurs à me demander, le Vespa, il en est où? Eh ben, regarde. Tiens, regarde. Eh ben, le peintre, il a pas mal bossé. Il l'a tout poncé, tout décapé. Et là, on est sur un après anti-rouille. Voilà, donc là, il faut encore tout le reponcer. Et il va être évidemment repeint. Donc, le Vespa, il n'est pas oublié, il est juste fait en parallèle. Allez, on retourne à l'atelier. Voilà. T'as vu, le Vespa, il avance quand même. Je sais pas commandé les pièces encore. Parce que j'ai fini de faire tout le tour, j'ai fini de tout démonter. Tout est contrôlé, mais il y a eu un peu de plus. Il y a des câbles à changer, des gaines à changer. C'est le moment, pas de tout changer, mais c'est le moment de remplacer les pièces défectueuses tout de suite, en restant raisonnable, pour que après tu sois pas emmerdé. Tu es toujours emmerdé, mais pas trop emmerdé. L'idée, c'est de pas tout redémonter, quoi. Donc, j'ai ma liste de pièces exhaustives là, il faut que je commande. Et puis, bah, il va falloir qu'on le remonte. Hein. Bon, écoute, je crois que je t'ai pris assez de temps. Merci encore d'être là, merci de me regarder, merci de te fendre la gueule et de te foutre de moi. Oui, bah c'est comme ça. Bon, on se marre bien quand même. Et je te dis à dimanche prochain, 9 h. Moi, je serai là. Je suis toujours là. Allez, bis à toi. Si tu dois acheter un PureTech, fais que... Regarde par rapport à Concarneau si t'es loin ou pas. Parce que je peux pas les réparer tout ça. Allez, à dimanche prochain.